Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre les séminaires autour de l'espace, pouvoir et société. Je rappelle tout simplement qu'il était question dans les deux séminaires précédents du rapport entre la nature du pouvoir, la structure du pouvoir et la division, notamment ici au Maroc, la division du territoire en Bled Siba et Bled Marzen. Nous avons parlé de Bled Marzen, nous avons également parlé très brièvement de Bled Siba. Nous avons à chaque fois les deux grands acteurs, il y a plusieurs acteurs bien sûr. Lorsqu'il s'agit de Bled Siba, il y a le Marzen lui-même, mais il y a également les tribus, les Zaouïas. Et aujourd'hui, nous allons commencer à étudier de façon beaucoup plus détaillée, parce que c'est un sujet, c'est un thème qui a été beaucoup plus étudié par les anthropologues, c'est l'acteur tribu. D'accord ? Et donc la question qui se pose lorsqu'on parle de Bled Siba, la question qui se pose, c'est comment se maintient l'ordre en marge et en dehors d'institutions spécialisées, en dehors du territoire et du contrôle du Marzen. Normalement, l'ordre devait être maintenu par un pouvoir central, par des institutions spécialisées, ça peut être l'armée, ça peut être la justice, dans les États modernes, la gendarmerie, les tribunaux, etc., etc. Alors nous sommes en face, en tout cas devant des situations où il n'y a pas d'institutions spécialisées, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de gendarmerie. La question qui a été posée notamment par les anthropologues, et les anthropologues qui se sont intéressés, qui ont institué l'anthropologie politique, c'est d'étudier, de décrire, d'expliquer la politique dans des sociétés sans gouvernement et sans État. Donc nous avons Bled Siba, un territoire sans gouvernement central, en tout cas qui échappe au contrôle du gouvernement central, et la question qui ne concerne pas uniquement le Maroc, qui concerne un peu toutes les sociétés, on va dire primitives, les sociétés sans gouvernement, les sociétés sans État, auxquelles les anthropologues se sont intéressés à partir du siècle dernier. Je perdrai la question claire, société sans État, comment se maintient l'ordre dans ces États-là. La question est large, il y a plusieurs explications. Aujourd'hui, nous allons examiner, exposer l'une des explications assez réputée en anthropologie politique, en sciences sociales en général, c'est la réponse du modèle ou de la théorie segmentaire. Alors, qu'est-ce qu'un modèle ? Très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais il faudra situer le modèle segmentaire et la théorie segmentaire, les deux, on parle des deux, les situer par rapport à un paradigme qui est un paradigme qu'on appelle structuraliste, fonctionnel ou structuraliste, etc. Peu importe, les noms des manuels importent peu dans notre cas. L'essentiel, c'est de décrire ce qu'est ce paradigme et quel est le rapport entre un modèle et un paradigme. Mais très brièvement, parce que je le répète, ce n'est pas l'objet du cours. Un paradigme, c'est un système d'orientation, un système de postulats, un système de principes qui inspire les hypothèses, les questions, les interprétations, les explications des chercheurs. Imaginez un paradigme où il y a 3, 4 grands principes maximum. Il n'y a pas, par exemple, pour le paradigme qui inspire Ernest Gellner, entre parenthèses, c'est un anthropologue britannique, d'accord, qui a étudié, qui a mené son terrain ici au Maroc entre 1959 et 1965-66, d'accord. Et il a écrit un livre en anglais qui a été publié en 1969, Science of the Atlas, et qui a été traduit en français en 2003. 1969, il n'a été traduit qu'en 2003. Donc si vous comptez uniquement sur la langue française, vous allez être en retard à chaque fois de 2-3 décennies. Donc mettez-vous à l'anglais
et lisez davantage en anglais. Bien, Ernest Gellner a proposé ce modèle segmentaire. Il s'inspire d'un paradigme qui est partagé par d'autres anthropologues, notamment Radcliffe Brown, pour qui l'essentiel de l'explication d'un phénomène culturel ou social doit être ramené aux structures sociales. On veut comprendre pourquoi il y a maintien de l'ordre en dehors de l'État, en marge de l'État, d'accord ? Ben, il faudra l'expliquer par les structures sociales. On va voir comment il a eu recours à ce principe subordination de phénomènes culturels, des phénomènes sociaux aux structures sociales. Pour expliquer un phénomène A, il faudra tout simplement le lier à un phénomène B qui est les structures sociales. Le deuxième principe de ce paradigme, c'est qu'il néglige, entre guillemets, il néglige les individus. Il met l'accent sur les communautés. C'est ce qu'on appelle maintenant dans les manuels et dans les livres d'initiation l'approche holiste. D'accord ? Vous avez déjà rencontré ça plusieurs fois. L'approche holiste, c'est une approche qui ne prend pas en considération l'action de l'individu, mais les actions des groupes, des communautés. Voilà deux principes d'un paradigme. C'est ça les principes. Les principes, c'est votre point de départ, votre postulat. Dès le départ, est-ce que vous accordez une importance à l'action individuelle ou aux communautés? Est-ce que vous accordez plus d'importance à l'explication culturelle ou à l'explication structurelle, et ainsi de suite. Ou les deux, parce que bon, c'est pas si binaire que ça. Donc voilà, le paradigme ne traite pas de la réalité, il est tellement abstrait. Il traite de la manière de traiter la réalité. Il n'est pas proche. Vous n'allez pas, par exemple, écouter paradigme de la famille, au paradigme de la politique, au paradigme de la mobilité sociale, au paradigme des conflits sociaux, etc. Parce que c'est un degré de généralité et d'une abstraction qui permet d'inspirer des théories et des modèles, parmi lesquels le modèle segmentaire. Donc nous avons le paradigme qui est très général et le modèle qui est proche de la réalité, qui répond à une question concrète. Nous ne sommes plus dans le sommet de la pyramide, qui est abstrait, nous descendons, il y a plusieurs modèles, un modèle qui est proche qui essaie de répondre à la question que nous venons de poser, le maintien de l'ordre en marge d'un pouvoir central, mais vous avez les théories, les modèles, théorie de la famille, théorie des conflits sociaux, théorie, etc., mobilité sociale, et ainsi de suite. Mais ces théories s'inspirent des paradigmes. Donc, premier étage, si vous voulez, le plus abstrait, c'est les paradigmes. Le deuxième étage que nous allons illustrer aujourd'hui, c'est le modèle segmentaire. Mais le modèle segmentaire, je le répète encore une fois, il s'inspire d'un paradigme beaucoup plus abstrait que le modèle segmentaire. Alors, nous y reviendrons par la suite, si vous le souhaitez, c'est pas, mais je le répète, ce n'est pas l'objet du cours. Mais comme il s'agit d'un modèle, il faudra au moins que j'explique qu'est-ce qu'on entend par modèle. Alors, paradigme, c'est un système d'orientation théorique, un système d'orientation générale, pardon, un système de principes. J'ai donné quelques exemples. Individu au groupe, d'accord, culture aux sociétés, pour simplifier, processus ou structure, et ainsi de suite. C'est pour des raisons didactiques, je vous le dis, pour des raisons didactiques, lorsque vous lisez, lorsque vous voulez résumer une théorie, un paradigme, les idées d'un auteur, de souligner les grands principes, de ne pas aller dans le détail des choses, mais de saisir les grands principes, les grands traits, les grandes caractéristiques de son modèle. Moi, je vous propose, à partir des théories segmentaires, je vous propose 5 principes. D'accord ? Alors, je rappelle tout simplement que le modèle segmentaire, là également, je n'aurai pas le temps de le développer, le modèle segmentaire a été systématisé, il n'est pas le premier à utiliser le modèle segmentaire, mais il a été beaucoup plus systématisé par Evans Pritchard, dans un livre également qui est paru dans les années 40, de Nowhere, qui a été traduit, je ne me rappelle plus, 2 décennies ou plus tard. C'est l'un des premiers anthropologues
qui a essayé d'appliquer le modèle segmentaire à des tribus, on va dire primitives. Le sous-titre, c'est Description des modes de vie et des institutions politiques d'un peuple nilote. Entre parenthèses, la politique peut exister en dehors de l'État. Nous pouvons décrire les institutions politiques même dans des sociétés sans État. J'ai décrit la Jama'a, par exemple, dans le Haut Atlas. Evans Pritchard décrit plusieurs institutions politiques et également Ernest Gellner, on va le voir, a décrit des institutions qui sont politiques, mais le sens de la politique est beaucoup plus large que la notion de l'État. L'État n'est qu'une forme de la politique. Donc les anthropologues se sont intéressés à ces formes-là. Donc laissons-le Makhzen, d'accord, qui est également l'objet de l'anthropologie politique. Rappelez-vous, l'État traditionnel, l'anthropologie politique ne s'intéresse pas uniquement aux sociétés primitives, s'intéresse aux États traditionnels et actuellement s'intéresse également au Parlement européen, au Parlement français, au nationalisme, etc. Alors, Evans Pritchard, au Maroc, le modèle segmentaire a été d'abord initié et appliqué par Ernest Gellner, mais également dans deux régions différentes, avec une ethnographie beaucoup plus précise que celle d'Ernest Gellner, par David Hart, un anthropologue américain, qui a également travaillé à peu près à la même époque, fin des années 50, mais lui, il a tardé, il est resté jusqu'aux années 70, 80. Il a visité le Maroc plusieurs fois avant sa mort. Donc, Dadda'ata, les exemples, on va les prendre un peu dans cette tribu qui a été étudiée également par Ernest Gellner. Dadda'ata and his 40 grandsons, il n'est pas traduit ce livre, The Sociopolitical Organization of Aitata of Southern Morocco. Mais il a un autre livre sur les Aït Ouriagar du Rif avec la même sensibilité ethnographique. Très rapidement sur l'histoire du modèle segmentaire, mais bon, on peut par la suite allonger la bibliographie suivant d'autres études, il y en a pas mal sur le Maghreb, sur l'Afrique du Nord et sur d'autres pays. Donc voilà pour les références bibliographiques. Un modèle, je le rappelle, c'est un système de principes. Maintenant, je vais décliner et expliquer très brièvement les 5 principes que je viens d'annoncer. Le premier principe, c'est l'emboîtement. Pour qu'il y ait modèle segmentaire, pour qu'on puisse appliquer le modèle segmentaire à une société, il faudra que cette société ou ces communautés connaissent ce qu'on appelle l'emboîtement de nesting attribute en anglais. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs cercles, d'accord? Et le petit cercle est emboîté dans un cercle, on va dire moyen. Le cercle moyen est emboîté dans un cercle encore plus grand et ainsi de suite. Je donne un exemple. Et vous avez le diagramme. Vous pouvez voir le diagramme. Il y a 2 figures. La première, c'est des cercles qui s'emboîtent, d'accord? Un individu dans une société traditionnelle, ça c'est très important, parce que c'est la structure des sociétés traditionnelles. Un individu, il est inclus dans une famille, ça c'est partagé entre le milieu urbain, citadin, moderne, traditionnel. Et puis la famille, c'est là où les différences un peu apparaissent. La famille est incluse dans ce qu'on appelle un lignage, c'est-à-dire un ensemble de familles qui revendiquent un ancêtre commun. Ça peut être le 4e ancêtre, ou le 5e, ou le 6e arrière-grand-père, peu importe. C'est-à-dire, bon, voilà, vous avez 10 familles, 15 familles, 20 familles. Toutes ces familles s'appellent Aït Ahmed, par exemple. D'accord? Et ce Ahmed, c'est l'arrière-arrière-grand-père de toutes ces familles. Donc voilà le lignage. Et il y a plusieurs lignages vont former une autre communauté, peu importe les mots. Parce que les mots au Maroc, appliqués à ces niveaux sont différents. On peut parler de Douar, on peut parler de Farqa, on peut parler de Mchikha, on peut parler pour les lignages d'O'adam ou de Hirs en berbère, etc. Donc, peu importe. Essayons de rester dans un niveau plus abstrait, peu importe le langage vernaculaire, niveau de ego, la personne, niveau de la famille, niveau du lignage, et plusieurs lignages, d'accord,
sont également incluses, groupées dans une autre unité qu'on appelle douar, ou qu'on appelle farqa, ou qu'on appelle mshikha, peu importe. D'accord? Pour nous, bien sûr, il importe dans une recherche empirique de connaître ces mots-là. Et puis, selon la densité segmentaire des communautés, vous pouvez trouver une communauté avec 4 étages, d'accord? Comme vous pouvez trouver, comme chez les Aïtata, 7 étages. Des Aïtata jusqu'au lignage, vous avez plusieurs niveaux, le niveau du Khoms, le niveau du clan, le niveau de ceci, etc. Et donc, premier élément, premier principe, c'est il faut qu'il y ait un emboîtement. Donc ce n'est pas les sociétés traditionnelles, paysannes, où les familles sont juxtaposées l'une à côté de l'autre, où les villages sont juxtaposés les uns à côté de l'autre, d'accord? Il y a une structure pyramidale, d'accord, qui fait que vous avez Aïtata, et les Aïtata sont divisés en 5 khoms, et chaque khom est divisé en tamazil, etc. Et puis on descend jusqu'à la takat ou le foyer, d'accord? Ça dépend. Moi, j'ai travaillé sur des communautés où il y a 6, 7 niveaux, mais j'ai travaillé également sur des communautés où il n'y a que 4 niveaux. D'accord? Donc, tout dépend de la densité, mais il faut qu'il y ait cet emboîtement. Et cet emboîtement, il est représenté comment? Il est représenté de façon généalogique. La généalogie, d'accord, c'est une représentation de l'organisation tribale qui est fondée sur une parenté, sur l'idée de la parenté, qu'elle soit fictive ou réelle, peu importe. D'accord? Atta, c'est l'ancêtre ultime des Aïtata qui auraient vécu au XVIe siècle. D'accord? Et tous se considèrent, à tort ou à raison, là également peu importe, tous se considèrent comme étant les descendants de Aïtata. Arrière-petit-fils, petit-fils, et ainsi de suite. Donc la généalogie, c'est un système de représentation qui lie les individus selon leur lien de sang. Ils ont des ascendants en commun. Bien sûr, il y a d'autres systèmes de représentation, notamment chez les sédentaires, où vous avez les noms des vallées. Il n'y a pas le nom de Atta, d'une personne, mais le nom d'une vallée, ou le nom d'un toponyme, Telmest, etc. Donc il n'y a pas que ça, mais bon, il se trouve que Ernest Genner a beaucoup plus travaillé sur des groupes qui recourent à des généalogies à filiation patrilinéaire. Filiation patrilinéaire. Une généalogie peut être matrilinéaire, peut être double, peut être patrilinéaire. Quand on parle de patrilinéaire, ça veut dire que ce sont les mâles, d'accord, ce sont les hommes qui transmettent les noms, qui transmettent l'identité, qui transmettent le statut. La généalogie des Shorfa, par exemple, ou la généalogie des nobles, qui ne ratent aucun, ou la généalogie des rois de tel ou tel pays, qui ne ratent aucun ancêtre. Donc vous avez Ego X, qui vit actuellement, mais qui peut remonter la chaîne de ses ascendants jusqu'à l'ancêtre éponyme, jusqu'au dernier ancêtre. D'accord? Qui est gardé, bien sûr, conservé dans la mémoire collective du groupe. Les Shorfa ont ce type, au Maroc, les Shorfa ont ce type de généalogie. Il y a une multiplication des ancêtres, on garde les noms de tous les ancêtres. Chez les Ahansal, la Zawiyat Ahansal, qui est étudiée par Ernest Gellner, vous avez dans leur généalogie plus de 25 niveaux. Ça, c'est la généalogie exhaustive. La fonction, c'est d'attester une descendance chérifienne. Nous sommes shérifs, voilà pourquoi nous sommes shérifs. Encore une fois, peu importe si la généalogie est vraie ou pas, ça c'est une autre histoire. Pour nous, il suffit que les gens croient dans la généalogie pour prendre cette généalogie en compte dans nos études. Deuxième type de généalogie, c'est la généalogie sélective. C'est la généalogie de la tribu Aïtata. D'accord? Vous avez Aïtata,
mais vous n'aurez pas 25 ancêtres de Aïtata jusqu'à présent. Vous aurez 6, 7 ancêtres qui correspondent au niveau dont j'ai parlé tout à l'heure. Atta, c'est l'ancêtre. Les arrière-petits-fils, parce que le fils de Atta ne va pas donner naissance à un groupe immédiatement. Donc, il faudra attendre le petit-fils ou le petit-petit-fils, etc. Les enfants des Aïtata sont supposés être groupés pendant une première génération, deuxième, troisième. Ils ne commencent à se diviser qu'à partir de la troisième, quatrième génération. Donc, les ancêtres qui se trouvent entre Atta et le Khoms ou Ahlim vont être oubliés. Ne sont gardés dans cette généalogie sélective que les ancêtres qui donnent un nom au groupe, qui ont une fonction identitaire. Le reste, on l'oublie. Donc, généalogie sélective, c'est que, imaginez un organigramme, si vous êtes familier avec les organigrammes des administrations, des entreprises, avec un grand directeur, et puis les services, les directions, les directions, les divisions, les services, etc., etc. Et puis il y a le diagramme, je vais revenir quand je vais parler de la fission et de la fusion. Donc, vous avez l'emboîtement qui est représenté généalogiquement. Il y a un ancêtre qui définit le genre, Atta par exemple, il définit le genre, il définit tous les Aïtata. Et puis, il y a l'ancêtre qui le suit, son arrière-petit-fils, qui définit l'espèce. Et le petit-fils va devenir le genre pour les autres et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est comme dans toutes les classifications normales dans notre vie quotidienne. Nous avons les ustensiles, c'est le genre, et puis bon, il y a les fourchettes, etc. Les céréales, et puis il y a le riz, Donc c'est comme toutes les classifications, vous pouvez prendre les animaux et puis découper les animaux selon les différents critères, félin, pas félin, domestique, pas domestique, et ainsi de suite. Donc le genre, l'espèce, le genre, l'espèce. Donc la généalogie, c'est une représentation de l'identité. Chacun sait ou connaît sa position par rapport aux autres. Ça peut être les cousins proches, les autres c'est des cousins éloignés, les autres c'est des cousins très très éloignés, et ainsi de suite. Donc, la généalogie permet de connaître pour chacun, pour les individus, pour les groupes, quels sont les groupes les plus proches et les groupes les plus éloignés. Emboîtement, j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est le principe, c'est l'un des principes essentiels, c'est la condition essentielle sans laquelle il ne peut pas y avoir un modèle segmentaire. Deuxième condition, c'est l'opposition équilibrée. Il ne suffit pas uniquement d'avoir un emboîtement des groupes, parce que ça c'est, on peut avoir des groupes emboîtés mais déséquilibrés, un lignage où il y a 2 personnes et un autre lignage où il y a 100 personnes et ainsi de suite. Une tribu où il y a 40 foyers et une autre tribu où il y a 100 foyers. C'est une opposition équilibrée, donc la généalogie, l'organigramme, si vous voulez, est une sorte de représentation des alliances potentielles entre les tribus. J'appartiens à telle famille, d'accord ? Je connais déjà sur qui je peux m'appuyer. J'appartiens à telle tribu, je connais à l'avance sur qui je vais m'appuyer. Donc il y a un système d'alliance. Chaque fois, prenons imaginez, mais bon, vous pouvez voir dans le diagramme, on va le repasser. On repasse un peu le diagramme. Donc il y a imaginez qu'il y ait quatre sous-groupes des Aïtata. Ils sont 5, mais imaginez juste 4. Vous avez A et B, et C et D. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre A, B, C et D, et il faudrait qu'il y ait également un équilibre entre A, B d'une part et C et D de l'autre, en cas de conflit ou en cas de guerre. Donc l'opposition est équilibrée. Il n'y a pas une tribu, selon le modèle segmentaire théorique, il n'y a pas une tribu qui est beaucoup plus forte qu'une autre. Sinon,
On sortira de modèle segmentaire pour un autre modèle de domination d'un chef ou d'une domination d'une tribu, etc. Pour qu'il y ait modèle segmentaire, il faut qu'il y ait un équilibre entre les différents groupes et sous-groupes, et à chaque niveau. Vous avez 4 niveaux, vous avez 5 niveaux, vous avez 6 niveaux. À chaque niveau, il faut qu'il y ait un équilibre. De telle sorte que s'il y a un conflit, les alliances vont être, on va dire, engagées selon l'histoire ou selon l'histoire des alliances qui étaient déjà préarrangées. Toutes les alliances sont préarrangées. Chaque fois qu'il y a un conflit, on connaît les ennemis et les alliés. Et donc, voilà le deuxième. Pour le deuxième principe, l'emboîtement, et puis en plus de l'emboîtement, une opposition équilibrée entre les différents groupes et sous-groupes. Et troisième principe qui est en rapport avec les deux principes précédents, c'est un principe, c'est le plus connu. Chaque fois qu'on parle de modèle segmentaire, on va parler des concepts de fission et de fusion, qui est en rapport avec opposition équilibrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous vous rappelez, il y a une formule qui est souvent ressassée chaque fois qu'il s'agit du modèle segmentaire. Moi, avec mon frère, moi avec mon frère contre mon cousin, moi, mon frère et mon cousin contre les étrangers, ainsi de suite, vous pouvez multiplier. Mais c'est à chaque fois, il y a fusion. Moi et mon frère, il y a réunion, il y a rassemblement, fusion. Moi, mon frère et mon cousin, il y a fusion. Moi, mon frère et mon cousin éloigné, il y a fusion. D'accord? Donc ça, c'est la fusion. 3 villages, 4 villages qui fusionnent pour défendre leur parcours. Une grande tribu, les Aitata, d'accord, qui se déplacent pour conquérir des parcours. Ils fusionnent. Ça, c'est la fusion, la réunion. Et il se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon ce principe de position équilibrée. Donc, pour chaque niveau, il y a une fusion. S'il y a un conflit à un niveau sur les parcours de village, d'accord, ça va être un conflit entre les lignages. Le village est constitué, on va dire, de 5-6 lignages. Il y a un conflit entre les lignages, un lignage A, un lignage B. On sait qui va soutenir le lignage A, qui va soutenir le lignage B lorsqu'il y a un conflit sur les parcours ou sur les canaux d'irrigation, sur une source, etc., etc. Pour le principe de fusion, je suppose que c'est clair. Pour la fission, c'est je suis avec mon cousin, mon frère, etc., etc. Lorsqu'il y a, avec toute la famille, toute la parenté, toute la tribu, lorsqu'il y a un conflit avec une tribu ou une famille étrangère. Mais chaque fois que ce conflit est éteint, ça va être la fission. Et la fission peut être également, dans un autre cas, lorsque un lignage grandit. Tel lignage, il a atteint une masse critique, on va dire de 40 foyers. Alors à ce moment-là, il va se diviser. Parce qu'il est difficile de gérer un lignage de 40, etc. Et puis bon, ça c'est la fission qui est en rapport avec la démographie, avec l'histoire des lignages. Mais il y a la fission qui est un mécanisme qui règle un peu les conflits. Nous sommes divisés. Aujourd'hui, tu appartiens au lignage A ou au lignage B. On est en train de se battre pour régler un problème de parcours. Nous appartenons au même village. Le village voisin nous agresse. Donc notre fission, notre inimitié, on va la mettre entre parenthèses, d'accord? Et puis on va fusionner pour défendre notre territoire contre l'ennemi étranger qui peut être le village prochain, mais ça peut être la tribu lointaine. Donc fusion et fission, et c'est là le centre du modèle segmentaire, c'est ce mécanisme de fusion et de fission qui explique le maintien de l'ordre. Rappelez-vous,
Nous avons commencé par la question comment se maintient l'ordre en marge du makhzen. Pour Ernest Gellner, c'est ce mécanisme de fission et de fusion qui explique le maintien de l'ordre. Le fait qu'il y a toujours une neutralisation, il y a toujours une opposition équilibrée, il y a toujours le danger, la peur du danger externe. Et donc, les conflits sont réglés, d'accord, de telle sorte qu'il n'y ait pas une généralisation de la violence. À chaque fois, la violence est, on va dire, est contenue grâce à ce mécanisme de fusion et de fission. Alors, comme vous êtes dans une université, donc juste très rapidement pour vous rapprocher un peu de ce modèle, du modèle segmentaire, peut-être votre génération n'a pas connu ça, mais bon, mais dans les années 70, 80, il y avait les jeux universitaires, j'ignore s'ils existent encore, mais peu importe. Il y a les jeux universitaires, donc imaginez une faculté, hein, ça va être ma tribu, la faculté, ma tribu, d'accord. Et puis les lignages, ça va être un peu les départements de droit public, département d'économie, département de droit privé. Et imaginez, chaque fois qu'il y a un match entre droit public et économie, on va supposer que les étudiants de droit privé, parce que également ce sont des juristes, vont un peu encourager l'équipe de droit public. Ça, lorsqu'on est à l'échelle d'une faculté. Mais lorsque l'enjeu est un enjeu universitaire, d'accord, on va dire, enfin l'enjeu, mais le niveau est un niveau universitaire, c'est-à-dire que la faculté de droit et d'économie en tant que telle va jouer contre la faculté des lettres. Alors là, les spectateurs vont fusionner, ils vont tous défendre la faculté de droit, et ainsi de suite. L'université de Casablanca, et puis s'il y a des jeux universitaires arabes, ça va être le Maroc, etc. On va défendre le Maroc. Ce mécanisme, on le trouve dans les sociétés, on le trouve dans les quartiers, on le trouve à chaque fois, il y a fusion et fusion, fusion et fusion. Mais nous rappelle Gellner, ce n'est pas le mécanisme de fusion et de fission qui caractérise le modèle segmentaire, parce qu'on peut le trouver dans plusieurs communautés de sociétés. Ce qui caractérise les sociétés segmentaires, c'est que c'est le seul principe qui est appliqué pour le maintien de l'ordre. Il n'y a pas d'autre principe. Vous êtes étudiant, vous pouvez être étudiant de la fac, mais vous pouvez appartenir à un parti politique, à un syndicat, à une association, ou n'appartenir à aucune association, mais vous n'aurez pas uniquement votre seule identité universitaire. D'accord ? Votre uniquement identité de juriste. Vous pouvez être juriste et berbère, juriste et oriental, juriste et rifi, etc., etc. Donc, là, l'identité est une identité univoque. D'accord ? Et c'est là la conséquence de cette identité univoque, c'est-à-dire, rappelez-vous, la généalogie est patrilinéaire. D'accord ? Imaginez un instant si la généalogie était double ou mixte, matrilinéaire et patrilinéaire. Et que mon identité, à moi, j'appartiens à telle tribu, mon identité à moi, j'ai un nom, mon identité, je l'hérite de mon père, mais je l'hérite également de ma mère. Une double identité, s'il y a un conflit entre la tribu de ma mère et la tribu de mon père, à supposer qu'ils appartiennent à deux tribus différentes, il y aura ce qu'on appelle un conflit de loyauté. J'aurai un conflit de loyauté. Que dois-je défendre ? La tribu de mon père ou la tribu de ma mère ? Alors le modèle segmentaire élimine ce conflit de loyauté. Le modèle segmentaire, la conséquence de tout ce que je viens de dire, emboîtement, opposition équilibrée, fission, fusion, etc., la conséquence principale, c'est qu'il élimine le conflit de loyauté. À aucun moment, une personne va, selon le modèle bien sûr, toujours théorique, à aucun moment, la personne va dire il y a un conflit X, que dois-je défendre ? La tribu A ou la tribu B ? Non, c'est déjà connu, vous allez défendre la tribu B parce que votre père appartient, votre grand-père, arrière-grand-père appartient à cette tribu. Donc l'absence de conflit et la définition univoque, d'accord, patrilinéaire,
de l'identité. Donc, les alliances sont préarrangées, les ennemis sont connus d'avance, les alliés sont connus d'avance, et les mécanismes de fusion et de fission, on suppose qu'ils les ont déjà expérimentés dans un passé récent. Alors, emboîtement, approche, opposition équilibrée, fission-fusion, et la conséquence, absence de conflit de loyauté. Le cinquième caractéristique, c'est l'égalitarisme. Ernest Gellner, et le modèle segmentaire en général, insiste sur l'égalitarisme, qui est une sorte également qui est en rapport avec l'opposition équilibrée. Pour qu'il y ait opposition équilibrée, il faudra qu'il y ait égalitarisme, mais peu importe. Sauf que l'égalitarisme, ici, est un égalitarisme à la fois politique, mais un égalitarisme social. Ça veut dire que tous les groupes sont supposés être égaux et tous les membres appartenant à un groupe sont supposés être égaux. L'exemple qu'il donne est en rapport avec l'élection d'un chef, du chef suprême, Amrar Nufla. Le chef, c'est pas Amrar, c'est un peu. Il est traduit dans les régions arabophones par Cheikh Amrar, c'est à peu près la même chose. Mais bon, c'est le chef. Dans ce genre de tribu, Amrar, c'est un peu le chef. Et les Aïtata avaient l'habitude, c'est 5 khoms, d'accord. Le khoms, on l'a déjà expliqué, rappelez-vous, c'est une division fiscale. Le Barzan divisait un peu les grandes tribus, comme les Aïtouari arabes de Kuala, en 5 cinquièmes. Et chaque khoms, on va y revenir lorsqu'on va parler de la structure tribale, mais chaque khoms doit s'acquitter des charges imposées par le Marsan. Donc il y a 5 khoms, d'accord. Et pour l'élection, il y a 2 principes qui sont décrits à la fois par Ernest Gellner, mais également par David Hart. 2 principes, le principe de la complémentarité et le principe de la rotation. Le principe de la complémentarité, ça veut dire qu'il y a un groupe qui va proposer 3 candidats, 3 chefs potentiels, 3 amrar, et les 4 autres khoms vont désigner parmi les 3 l'un des amrar. Ça, c'est la complémentarité. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe qui va désigner de façon univoque, de façon autoritaire, le chef, d'accord, qui va être le chef de tous les États. Complémentarité, A, vous désignez, B, C, D et E, ils choisissent parmi ceux qui sont désignés. Ça, c'est la complémentarité. C'est une désignation complémentaire avec une division du travail. Un groupe désigne, les autres choisissent ou cooptent. La rotation, c'est que le groupe A, le khoms A de cette année, ne va pas proposer les amrars pour l'année suivante. C'est le B qui va encore proposer les 3 amrars, ou plus, et c'est le reste, A, C, D et E, qui vont choisir l'un des amrars, et ainsi de suite. Ça, c'est une manifestation pour Ernest Gellner de l'égalitarisme entre les 5 khoms des États. La conséquence, dès qu'on parle de modèle segmentaire, la conséquence essentielle, c'est la non-concentration du pouvoir. Le pouvoir n'est pas concentré dans les mains d'un chef, comme on va le voir dans les chefferies de Qaïd Glaoui ou Mtougui, etc. D'accord ? Il n'y a pas de concentration, donc ce mécanisme d'élection, de rotation, de complémentarité, de fission, de fusion, de position équilibrée fait qu'il ne peut pas exister un pouvoir concentré entre les mains d'une personne, entre les mains d'une tribu, entre les mains d'un lignage. D'accord ? Donc, le pouvoir est diffus. Il n'est pas concentré. Et ça définit également, de façon transversale, ça définit le modèle segmentaire. 2 limites au modèle segmentaire qui sont énoncées par Ernest Gellner lui-même. Ça, c'est le modèle pur. D'accord ?
qui peut être applicable dans les années 40 et 50. Il y avait plusieurs études sur les systèmes politiques africains de ce point de vue, donc d'un point de vue segmentaire, les années 40 et 50. Deux limites. Le premier, c'est que au-delà des États, ou États ne constitue pas le niveau suprême dans un système tribal, segmentaire, pur. Au-delà des États, il ne doit y avoir aucune autre loyauté. C'est la limite. Les Nouers, au-delà des Nouers, il n'y a ni Soudan, ni rien du tout. Il y a les Nouers. D'accord ? Pour les tribus au Maroc, il y a un espace qui est beaucoup plus englobant que l'espace tribal, c'est l'islam, c'est l'espace de l'islam, c'est l'espace de la communauté musulmane. Dans un modèle segmentaire, il n'y aurait pas quelque chose qui va faire que les États vont se mobiliser contre les Portugais, ou contre les étrangers, ou contre les Français, etc., avec d'autres tribus. D'accord ? Donc ça, le fait d'appartenir, même culturellement, même rituellement, il y a des rituels, il y a des prières, il y a des fêtes musulmanes, etc., même culturellement, les États n'appartiennent pas uniquement à un espace tribal, mais ils appartiennent à un espace beaucoup plus large. Ça, c'est une limite au modèle segmentaire. En tout cas, pas une limite, mais bon, c'est une réserve, une réserve qui est émise par Ernest Gellner lui-même. La deuxième limite, comme lui, il n'a pas travaillé sur le modèle segmentaire, il a travaillé sur les saints de l'Atlas. D'accord ? Il a travaillé sur le gouvernement des saints, comme il appelle ça. Le gouvernement des saints. Et donc, normalement, dans un modèle segmentaire pur, doit se contenter uniquement de ces mécanismes et de ces conditions que je viens d'expliquer. Pourquoi les saints ? Un modèle segmentaire doit se suffire à lui-même. Mais là, il y a les saints, d'accord, qui jouent également des fonctions politiques, on va y revenir lorsqu'on va parler des zaouïas et des saints, qui jouent l'arbitrage, qui jouent un rôle politique dans un système segmentaire. Les élections dont je viens de parler, l'élection de l'Amra, elle est faite, elle est supervisée par les saints, la zaouïa à Hansal. Le serment collectif, Tagallit, le serment collectif, il est également, serment collectif, c'est tout simplement, moi j'appartiens à tel lignage, le lignage B m'accuse d'avoir volé une chèvre, et puis c'est mon lignage à moi qui va dans un sanctuaire ou devant une mosquée, ça dépend de la gravité du délit, et qui vont accomplir un serment collectif, comme quoi cette personne-là ne peut pas commettre ce délit. Donc, ce serment collectif, qui fait partie des institutions, également locales, et ce serment collectif est supervisé par les saints. Donc, voilà deux limites. Le modèle un peu pur, qui peut être appliqué un peu n'importe où, et puis le modèle segmentaire qui est un peu adapté au contexte marocain, avec les deux limites, l'appartenance à une communauté beaucoup plus large que la communauté tribale, et l'existence des saints avec leur fonction d'arbitrage, avec leur fonction de règlement de conflits dans ce même système. Donc voilà, si vous voulez, j'espère que c'est clair. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour l'expliquer. C'est un modèle qui est abstrait, qui n'est pas facile à expliquer, qui n'est pas facile à comprendre. Donc pour l'exposer, je pense que c'est suffisant. Maintenant, quelques idées sur les critiques qui ont été apportées mais très brièvement, qui ont été apportées à ce modèle. L'une des critiques, c'est que le modèle ne prête pas attention à la stratification sociale. Ne prête pas attention au fait que les étrangers, les haratines, les métayers, les juifs, les forgerons, etc., toutes ces strates qui sont exclues de la politique. Donc vous parlez d'opposition équilibrée, mais il se trouve qu'il y a des groupes, ça peut être des tribus vaincues par les États, qui sont protégés
par les États. Ça peut être les haratines également qui sont protégés par les États. Mais ça peut être des groupes minorisés ou minoritaires comme les Juifs, le forgeron et d'autres. Donc, ça, c'est la première critique. Vous dites égalitarisme, les critiques disent il y a une stratification sociale, voilà les indicateurs de cette stratification sociale. Mieux que ça, il ne s'agit pas uniquement des États d'un côté et des tribus vaincues, des haratines de l'autre, mais également il y a une stratification sociale, il y a un déséquilibre au sein des États eux-mêmes. Et donc plusieurs auteurs qui ont critiqué, y compris David Hart, qui ont critiqué le modèle segmentaire, qu'il a défendu à un moment, mais qu'il a critiqué par la suite, et d'autres auteurs que nous allons développer dans le cours, dans le séminaire, ont insisté sur le fait que la rotation, la complémentarité dont je viens de parler tout à l'heure, elle est théorique, mais qu'en fait, il y a quelques khums qui monopolisent la chefferie. Vous parlez de la rotation, chaque 5 années, il y a un khums qui va désigner, qui va désigner son chef, mais en fait, 2 khums monopolisent la chefferie, historiquement. D'accord ? Troisième critique, qui est, rappelez-vous, les alliances sont préarrangées, je connais déjà mes ennemis et mes alliés. Là également, historiquement, plusieurs qui ont travaillé sur les mêmes états, donc ils n'ont pas travaillé sur ceux qui ont critiqué le modèle segmentaire, David Hart, Abdullah Hammoudi, Manson, ont travaillé sur les mêmes états. Donc ce n'est pas un travail externe, donc les mêmes états. Ils ont montré que ce mécanisme de fusion et de fission n'est pas vraiment la règle, et que des fois, au lieu de moi et mon frère contre mon cousin, des fois il y a moi et mon cousin contre mon frère. Et donc il y a des alliances avec des tribus étrangères contre des tribus étata. La difficulté des modèles théoriques, bien sûr, on peut toujours les critiquer empiriquement, mais déjà le modèle théorique lui-même vous dit, moi je ne suis pas en train de décrire la réalité. Ce que j'essaie de faire, c'est de partir de ce modèle, de décrire les limites de ce modèle, mais de m'en inspirer. Et Ernest Gellner le dit explicitement, il n'est pas aveugle pour ne pas observer le décalage empirique ou l'inadéquation empirique entre son modèle et les faits de l'histoire et les faits même qu'il a observés. Il parle des étrangers, il parle des pauvres. Il n'est pas si myope que ça, si aveugle pour ne pas observer qu'il y a des pauvres et des riches, et ceux qui ont akhater, comme on dit dans la région. Akhater, c'est le grand, les gens grands qui sont les big boss un peu de la tribu. Sauf que même s'il y a des étrangers, des tribus vaincues, des pauvres, etc., ils n'ont pas d'effet sur le modèle segmentaire pour Gellner. Parce qu'ils sont alliés à tel lignage ou telle tribu. Pour l'inadéquation empirique, les stratégies, il le dit également, les individus ne sont pas esclaves du modèle segmentaire. Ils ne vont pas suivre à la lettre le modèle segmentaire. Il y aura des contextes et des situations où il est préférable que je sois allié avec l'étranger contre mon frère. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Donc, ça, c'est les limites de ces modèles théoriques, d'accord ? C'est qui sont des limites heuristiques, qui sont des limites théoriques. Un modèle n'a pas expliqué la réalité, il aide à expliquer la réalité. Mais les limites, à mon point de vue, les limites principales de ce modèle, c'est des limites théoriques en elles-mêmes. Donc ce n'est pas confronter le modèle à des faits empiriques, il y a des pauvres,
il y a des alliances avec les étrangers contre le cousin et le frère, etc. Ce n'est pas ça, quoique il faudra prendre en considération ces éléments-là pour dire quelles sont les limites d'un modèle segmentaire, mais ce sont des limites théoriques. C'est-à-dire que le modèle lui-même, théoriquement, ne prend pas en considération, ou très faiblement, l'impact ou les fonctions des institutions. Il est resté dans une mécanique de fusion et diffusion. D'accord ? Gellner n'a parlé que de 2 institutions, ou 3 institutions, la sainteté, l'élection de l'Amrar et le serment collectif, mais très faiblement. Alors qu'une bonne partie du maintien de l'ordre, comme nous allons le voir dans les séminaires à venir, une bonne partie de maintien de l'ordre se fait grâce à des institutions locales comme la Jma'a, comme les pactes de protection qu'on va étudier, et qui ne sont pas forcément articulés à un modèle segmentaire, mécanique, répétitif, statique, etc., où les individus ont très peu de chances de sortir de ce carcan structurel. Donc voilà le modèle, c'est une tentative. L'idée, c'est tout simplement de jeter plus de lumière sur l'organisation politique de cette partie qu'on appelle Blad Siba et de voir quelle est la contribution du modèle segmentaire à nous expliquer le maintien de l'ordre. Nous avons expliqué le modèle, nous avons expliqué un peu les limites. Il y a d'autres limites, il y a d'autres idées à développer au sujet du modèle segmentaire. Vous aurez quelques textes et quelques extraits du livre de David Hart, du livre de Ernest Gellner et des critiques également de ce modèle segmentaire. Au revoir.